J'avais engagé le jardinier pour tondre la pelouse ce mardi matin-là, ma fille étant déjà partie travailler. Moins d'une heure plus tard, mon téléphone sonna. Monsieur, y a-t-il quelqu'un d'autre dans cette maison murmura le jardinier. Ma tasse à café devint glacée dans ma main. Que voulez-vous dire demandai-je, un frisson de terreur me parcourant l'échine. Il y a des pleurs, dit-il doucement, du sous-sol, et ça ne ressemble pas à la télévision. Je réalisai alors que ma maison cachait un secret. En descendant vérifier, je fus choqué par ce que je trouvais, un secret qui allait tout changer. Les mardis matins étaient censés être calmes. Après 32 ans à piloter des avions de ligne, j'avais appris à chérir le silence. Je me tenais dans la cuisine de la maison de la rue des Tilleuls, que Marguerite et moi avions achetée 23 ans plus tôt, quand Cassandra avait 9 ans et Félicia 4. Cette vie de rires et de chants appartenait à un autre temps. Marguerite était partie il y a 10 ans. Félicia avait disparu il y a 8 ans, à 19 ans, ne laissant qu'un vide douloureux. Il ne restait que moi et Cassandra, mon aînée de 32 ans, brillante. Elle avait transformé le sous-sol en un atelier de joaillerie, bâtissant une entreprise dont sa mère aurait été fière. Elle était partie pour sa galerie du Marais à 7 heures, comme tous les mardis, m'embrassant et me rappelant mes vitamines. La maison semblait trop grande pour nous deux, mais c'était toujours mon foyer. Je me servis une seconde tasse de café torréfié foncé de la rue de Rivoli et vérifiai l'heure. 7h34. Mon vol pour Marseille n'était qu'en milieu d'après-midi. C'est alors que mon téléphone sonna. Le nom du jardinier s'afficha. Il tondait notre pelouse tous les mardis depuis 6 ans et n'appelait jamais sans raison. Sa voix, prudente, dit « Je suis désolé de vous appeler, mais il y a quelque chose que vous devriez entendre. » Je posai la cafetière. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je. « Je tonds la pelouse devant et j'entends un son. Ça vient de votre sous-sol, comme quelqu'un qui pleure. » Le bruit de la tondeuse résonnait faiblement. Ça dure depuis un moment, très doucement, comme si la personne ne voulait pas être entendue. Je m'approchai de la fenêtre. Le jardinier fixait les fenêtres du sous-sol. Cassandra était partie 45 minutes plus tôt. La maison était vide. « Je vais aller voir, dis-je. » Les 16 marches du sous-sol grinçaient sous mes pieds, chacune semblant plus lourde. En bas, j'écoutais. Rien, juste le ronronnement de la chaudière et le bourdonnement des néons. L'atelier de joaillerie de Cassandra occupait le fond du sous-sol, un espace que nous avions rénové ensemble 5 ans plus tôt. J'avais aidé à peindre les murs gris tourterelle, installé l'éclairage, construit des étagères. J'ouvris la porte de l'atelier. Tout semblait normal. L'établi s'étendait au centre, les outils méticuleusement rangés. Des vitrines tapissaient les murs, des bijoux captant la lumière. Mais quelque chose clochait. Je m'approchai de la table et remarquai un verre d'eau, de la condensation encore accrochée à ses parois. Je le touchai, froid, récemment rempli. L'horloge murale indiquait 7h43. Cassandra était partie à 7h. Je balayai la pièce du regard. Le petit évier dans le coin, son robinet encore humide. Une légère odeur de savon à la lavande flottait. Puis mes yeux se posèrent sur le mur du fond. La peinture correspondait au reste de l'atelier, le même gris tourterelle, mais la texture était subtilement différente, plus lisse, plus neuve, comme si quelqu'un l'avait réparée et repeinte. Je posai ma main dessus et frappai légèrement. Le mur sonnait creux. Le jardinier, gant tordu, me demanda « Vous avez trouvé quelque chose ?»« Juste un atelier silencieux ?» répondis-je, mes mots sonnant faux. « J'ai bien entendu, insista-t-il. Une femme qui pleurait doucement. » Son regard dériva vers le mur du fond. « Un voisin, peut-être ?»« Peut-être, dis-je, sans conviction. » Une portière claqua, des talons résonnèrent. Cassandra apparut en haut des marches, surprise. « Papa ? Le jardinier ? Que se passe-t-il » J'expliquai que le jardinier avait entendu des pleurs. Cassandra rit. « Oh, mon podcast. J'ai travaillé tard sur une commande, j'écoutais du true crime. J'ai dû oublier de l'éteindre. » Le jardinier se détendit. « Ça expliquerait tout. Désolé de vous avoir inquiété, » dit Cassandra en touchant son bras. « Qu'est-ce qui te ramène » demandai-je. « Mon portfolio de présentation, » répondit-elle. « Je l'ai oublié ?» Je m'avançai. « Je vais le chercher. Où est-il » Un éclair passa dans ses yeux. Le rouge, sur l'étagère près de la fenêtre. Je le lui tendis. Elle repartit, s'excusant auprès du jardinier. De la cuisine, je la regardai disparaître sur la rue des Tilleuls.
Le jardinier reprit sa tonte. J'aurais dû faire mes valises. Au lieu de cela, je redescendis. L'atelier semblait identique, mais je le voyais autrement. L'odeur de savon était fraîche, le verre d'eau froid. Cassandra n'avait pas travaillé tard. Je l'avais entendue rentrer à 18 heures, et le 5e barreau aurait grincé si elle était redescendue. Je frappais de nouveau le mur du fond, creux. Mon téléphone vibra. Un message de Cassandra. « Merci d'avoir couvert, papa. Je t'aime. » Couvert. Je répondis « Je t'aime aussi. » Mais en tenant ce verre froid, les mots du jardinier résonnaient. Une femme qui pleurait. Je voulais croire ma fille, mais sa voix ne correspondait pas à son sourire. Et ce verre d'eau racontait une toute autre histoire. Le sommeil ne vint pas. Je fixai le plafond de la chambre partagée avec Marguerite. L'horloge affichait 11h47, puis minuit, puis 1h15. Le vent dans les chênes de la rue des Tilleuls, d'habitude apaisant, rendait la maison plus vivante, plus attentive. Les souvenirs affluèrent. Il y a 8 ans, le 15 mars, Félicia, 19 ans, brillante et pleine de promesses, venait de décrocher un contrat freelance à Lyon, une opportunité majeure. Je me souvenais de la nuit de sa disparition. Mardi soir, après le dîner, elle envoyait des messages, un sourire aux lèvres, prête à sortir. « Papa, je rejoins Sophie pour un café », avait-elle lancé. Sophie, sa meilleure amie. « Fais attention », avais-je dit, à peine attentif. « Ne rentre pas trop tard. »« Non, je t'aime. »« Je t'aime aussi. » Ce furent nos derniers mots. Le lendemain matin, sa voiture et son lit étaient intacts. Son téléphone tombait sur la messagerie. Sophie n'avait ni vu Félicia, ni fait de projet. À midi, j'ai signalé sa disparition. Le soir, la police confirmait l'absence d'activité bancaire. Le dernier signal de son téléphone la localisait rue des Chênes, mais les agents n'y trouvèrent rien. Cassandra semblait dévastée. Elle a aidé à créer des avis de recherche, à contacter tout le monde. Un mois plus tard, elle suggéra « Peut-être qu'elle avait juste besoin d'espace, papa. Tu sais comment était Félicia. Elle a pu prendre le poste plus tôt sans vouloir d'adieu. » Je l'ai cru. Mais allongé là, de petits détails refaisaient en surface, des choses que j'avais ignorées. Il y a 3 ans, vers 2 heures du matin, j'avais entendu des bruits dans le sous-sol. Peut-être des voix trop faibles. Le lendemain, Cassandra avait répondu « C'était moi, papa, nouveau matériel. J'essaie de faire le moins de bruit possible. » Ça avait eu du sens. Il y a 2 ans, nos factures d'épicerie avaient doublé. « Présentation client ?» avait-elle expliqué. « Rafraîchissement ? Ça fait partie du métier. » Ça aussi, ça avait eu du sens. L'année dernière, je l'avais trouvée tard dans la nuit, chargeant un plateau de sandwich, de fruits et d'eau. « Je travaille tard », avait-elle dit en souriant. « Date limite ?» Je l'avais regardée descendre vers le sous-sol. J'avais senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais n'avais rien dit. Maintenant, ces moments s'empilaient comme des preuves. Les pleurs entendus par le jardinier, la peinture fraîche, le verre d'eau, le savon à la lavande, les bruits nocturnes, la nourriture descendue au sous-sol. Et sous tout cela, la question que j'avais eu trop peur de poser. Et si Félicia n'était jamais partie ? Et si elle avait été là tout ce temps, à 6 mètres sous ma chambre, séparée de moi par un simple plafond et mon propre refus de voir ? Je me redressai brusquement. La pièce vacillait. Je serrai le matelas, tremblant, non seulement de peur, mais d'une terrible certitude naissante. J'ai pris mon téléphone et ouvert mes notes. Mardi 7h34. Pleurs du sous-sol. Mardi 7h45. Verre d'eau fraîche. Mardi 7h45. Mur fraîchement peint. Mardi 7h50. Odeur de savon à la lavande. Il y a 3 ans. Bruit du sous-sol à 2 heures du matin. Il y a 2 ans. Facture d'épicerie doublée. Il y a 1 an. Nourriture descendue au sous-sol. Je fixais la liste, les larmes brouillant l'écran. Comment avais-je pu ignorer chaque signe ? Comment m'étais-je convaincu que tout était normal ? Comment avais-je si complètement abandonné Félicia ? Mon doigt plana sur le nom de Maître Dubois, mon plus vieil ami, un avocat qui saurait quoi faire. Mais il était presque 3 heures du matin, et j'étais terrifié. Terrifié d'avoir raison. Terrifié de ce que cela impliquerait pour ma fille, pour moi-même. Je posai le téléphone. Demain, me dis-je, je penserai clairement à la lumière du jour. Je trouverai une explication rationnelle. Car l'alternative, que ma fille
ait été emprisonnée dans mon propre sous-sol pendant 8 ans, pendant que je dormais au-dessus d'elle, était trop horrible à affronter. Je me suis recouché et j'ai attendu l'aube. 2 jours plus tard, pendant que Cassandra était au vernissage de sa galerie, j'ai fait quelque chose d'inédit. Je suis allé fouiller ses affaires. Elle était partie à midi pour un événement qui durerait jusqu'à 17 h ou 18 h, me laissant des heures pour confirmer mes soupçons ou me prouver que j'étais un fou paranoïaque. Je me tenais dans l'embrasure de son bureau, l'ancienne salle de couture de Marguerite. Bureau en verre, classeur, étagère de livres de design. Tout était impeccable, comme Cassandra. Je suis entré, le cœur battant. Le classeur n'était pas verrouillé. J'ai ouvert le tiroir du bas et y ai trouvé un dossier accordéon, étiqueté épicerie ménagère, de l'écriture soignée de Cassandra. J'ai étalé les reçus sur son bureau. Des centaines, classés par date, remontant à 2 ans. J'en ai pris un au hasard. 2 mars 2024. La liste détaillée couvrait 2 pages. 12 boîtes de soupe en conserve, 6 paquets de pâtes, 3 sacs de riz, 2 packs de 24 bouteilles d'eau, des barres de céréales, du beurre de cacahuète, 2 flacons de multivitamines. Puis des articles personnels. Shampoing, après-shampoing, 3 tubes de dentifrice, déodorant et, tout en bas, des serviettes hygiéniques ultra fines. Taille 34, 24,99 €. Je fixais cette dernière ligne. Cassandra avait un stérilet depuis 5 ans. Elle l'avait mentionné lors de la révision de son assurance maladie. Pourquoi achetait-elle des produits menstruels chaque mois? J'ai sorti un autre reçu, daté du 9 mars 2022. Encore la même chose. Produits frais, conserves, pain, œufs, vitamines, articles de toilette et de nouveau des tampons. Mes mains tremblaient en photographiant chaque reçu. L'émotion viendrait plus tard. L'heure était aux preuves. Le schéma était clair. Chaque semaine depuis 2 ans, Cassandra faisait des courses pour un montant similaire. Toujours les mêmes articles. Aliments non périssables, produits de toilette de base, vitamines, produits féminins. Or, Cassandra mangeait rarement à la maison, préférant les dîners d'affaires. La nourriture dans notre réfrigérateur finissait souvent par se gâter. J'ai calculé, en moyenne 200 € par semaine, soit plus de 20 000 € sur 2 ans. Dans une autre enveloppe, j'ai trouvé des commandes Amazon. Vêtements pour femmes, taille 34, Cassandra portait du 38, un tapis de yoga et des bandes de résistance. Cassandra n'avait jamais fait de yoga. Des romans policiers. Elle ne lisait que des magazines de design, des carnets de croquis et des crayons. Elle était joaillière, pas illustratrice. Chaque achat, pris isolément, ne soulevait pas de questions. Mais mis bout à bout, il racontait une histoire. Quelqu'un vivait ici. Quelqu'un qui avait besoin de nourriture, de vêtements, de livres. Quelqu'un qui portait du 34 et dessinait. Quelqu'un exactement comme Félicia. Je me suis effondré sur la chaise de bureau de Cassandra, fixant les reçus éparpillés. À 17h47, j'ai entendu sa voiture. J'avais tout rangé et préparé le dîner, son poulet marsala préféré. La cuisine sentait bon, normal. Elle est entrée, rayonnante. Papa, 3 ventes et Madame Dubois veut une pièce sur mesure. Le meilleur vernissage à ce jour. C'est merveilleux, ma chérie. Je lui ai tendu un verre de vin. Elle a parlé pendant 20 minutes de ses clients, des compliments, des opportunités. Elle semblait si normale. Nous nous sommes assis pour manger. J'ai attendu qu'elle se détende avant de parler. Je voulais te demander, tu organises des événements clients à la maison, n'est-ce pas? Elle a levé les yeux, sa fourchette en suspens. Comment ça? Eh bien, les courses. Nos dépenses ont pas mal augmenté. J'ai supposé que tu recevais ici. Une brève pause, puis elle a souri. Oh, absolument. Des présentations privées pour des clients VIP. Ils s'attendent à du vin, du bon fromage, des biscuits raffinés. C'est cher, mais ça rapporte. Sa voix était douce, confiante, mais ses jointures étaient blanches autour de sa fourchette. Ça a du sens, ai-je dit. Mais j'ai remarqué beaucoup d'articles personnels sur les reçus, des produits féminins, notamment en gros. Achat en vrac, papa, c'est moins cher. Tu connais mon sens du budget, non? Pourtant, je croyais que tu avais un stérilet. 3 secondes de silence. Oui, a-t-elle dit, sa voix prudente. Mais je garde des réserves pour les clientes. Parfois, une femme a besoin de quelque chose en urgence. C'est de l'hospitalité. Chaque réponse était plausible en surface, mais ses jointures restaient blanches.
Une petite veine pulsait à sa tempe. « Tu es très prévenante », ai-je dit. Elle s'est légèrement détendue. « J'essaie. » Nous avons terminé le dîner en parlant de ses commandes, du temps. Tout était parfaitement normal. Elle est montée se coucher à 21 heures, épuisée. Grosse journée demain. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma chérie. J'ai attendu 30 minutes, puis je suis descendu au sous-sol. La porte de l'atelier était fermée, mais déverrouillée. Je me suis glissé à l'intérieur, avançant dans l'obscurité vers le mur du fond. J'ai posé ma main à plat sur la peinture fraîche, froide, solide, mais creuse. J'ai frappé doucement. Le son est revenu étouffé. J'ai collé mon oreille au mur et retenu mon souffle pendant 30 secondes. Rien. Puis, si faible que j'aurais pu l'imaginer, une respiration rapide et superficielle. Quelqu'un essayant désespérément de ne pas être entendu. « Félicia », ai-je murmuré. La respiration s'est arrêtée. Un silence épais et suffocant a envahi la pièce. « Félicia », ai-je répété, « si tu m'entends ?» Des pas à l'étage. La porte de la chambre de Cassandra s'ouvrait. Je me suis éloigné du mur, le cœur battant, et me suis dirigé rapidement vers la porte. Derrière moi, la respiration avait repris, plus rapide, presque comme des sanglots. Je me suis éclipsé et j'ai monté les escaliers. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je fixais le plafond. Demain, je trouverai qui appeler, comment obtenir de l'aide. Une seule pensée m'obsédait. Ma fille était à 6 mètres de moi. Pendant 8 ans, elle avait été là, et j'allais la sortir de là. L'appel de Stéphane est arrivé jeudi après-midi, alors que j'étais en train de ranger des vêtements dans mon sac de voyage pour mon vol vers Marseille. « Philippe ?» Sa voix était tendue, d'une manière que je ne lui avais jamais entendue en 20 ans d'amitié. « Il faut qu'on parle, maintenant. » J'ai arrêté de plier ma chemise. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« C'est à propos du fonds fiduciaire que tu as créé pour Félicia. Il y a quelque chose que tu dois voir. » Mon estomac s'est noué. « Quel genre de quelque chose ? » « Pas au téléphone. »« Combien de temps vous faut-il ?» Je jetai un œil à ma montre. 14h30. Mon vol était à 18h. 20 minutes. Je vous attends. Le cabinet de Stéphane occupait le 12e étage d'un immeuble du centre de Paris. J'y étais venu maintes fois après le décès de Marguerite, pour mon testament ou pour le fonds fiduciaire de Félicia. L'ascenseur me parut interminable. Stéphane m'attendait lui-même à la réception, ce qui me mit immédiatement les nerfs à vif. Son assistante s'en chargeait d'habitude. Il semblait plus vieux, plus marqué. « Merci d'être venu », dit-il en me serrant la main. Sa poignée était ferme, mais sa paume moite. « Entrez. » Dans son bureau, il ferma la porte et tira les stores. « Ce que je vais vous montrer doit rester entre nous, » dit-il. « Asseyez-vous. » Je m'exécutais. Il ouvrit un dossier épais et étala des documents sur le bureau. Relevés bancaires, journaux de transactions, tableaux de chiffres. Vous vous souvenez du fonds fiduciaire que Marguerite avait créé pour Félicia ? 500 000 € de son assurance et de ses économies. Félicia devait y avoir accès à 21 ans, mais à sa disparition, j'avais nommé Cassandra administratrice temporaire. Elle était responsable. Je pensais que c'était sûr. Légalement, vous avez tout fait correctement, dit Stéphane. Mais Cassandra a retiré de l'argent. Beaucoup. Il me tendit un tableau. 8 ans de transactions, à partir de mars 2016, 2 semaines après la disparition de Félicia. Les chiffres se brouillaient sous mes yeux. 28 mars 2016, 50 000 €. 15 avril 2016, 50 000 €. 3 mai 2016, 50 000 €. 50 000 € en 3 mois, dit Stéphane. Libellé, remboursement de dette Derek Hamilton. Le nom me dit quelque chose. Son petit ami de l'époque. Elle lui a transféré 150 000 € de l'argent de Félicia. Et ce n'est que le début. Un autre document suivit, détaillant des retraits plus petits, mais incessants. 2 000 € ici, 5 000 € là. Cela s'additionne, dit-il, environ 350 000 € sur 8 ans. Mes mains agrippèrent la chaise. Pourquoi faire ? Stéphane sortit des reçus. Selon les déclarations de Cassandra, les fonds avaient plusieurs destinations. 100 000 € à une entreprise nommée J. Morrison Construction, basée en Auvergne, pour rénovation domiciliaire. Mon souffle se coupa. Rénovation ? Nous n'avions rien rénové. J'ai vérifié.
dit Stéphane. Aucun permis, aucune inspection, rien d'enregistré à votre adresse depuis plus de 10 ans. La pièce vacilla. Je m'agrippais au bureau. 80 000 € supplémentaires pour des dépenses opérationnelles, nourriture, fourniture, équipement. 70 000 € pour lancer sa galerie, ce qui correspondait, et environ 100 000 € répartis sur des comptes d'épargne et d'investissement à son nom. Elle m'avait dit que la galerie était financée par des prêts, dis-je. Elle a menti. Le mot s'installa lourdement entre nous. Mes yeux revinrent au tableau. J. Morrison Construction, Auvergne, 100 000 €. Qui est J. Morrison? Je ne sais pas encore, répondit Stéphane. Mais 100 000 € en liquide pour une rénovation qui n'a jamais eu lieu. Philippe, nous devons envisager une chose. Cassandra sait exactement ce qui est arrivé à Félicia. Je prononçais les mots avec amertume. Qu'elle m'a menti pendant 8 ans. Stéphane ne contredit pas. Je lui racontai alors tout. Gary, entendant des pleurs, le verre d'eau sans anneau, les tickets de caisse supplémentaires, la peinture fraîche sur le mur du sous-sol qui sonnait creux. Il écouta en silence, son expression s'assombrissant. Quand j'eus fini, il expira lentement. « Je dois vous poser une question délicate. Pensez-vous que Cassandra aurait pu faire du mal à Félicia ? » « Non, dis-je d'abord, puis plus doucement. Je ne sais pas. Si elle avait accès à cet argent, dit-il, engager un entrepreneur d'une autre région, acheter des années de fournitures supplémentaires ? Il s'arrêta. Ma gorge me brûlait. Voici ce que nous allons faire, dit Stéphane, passant à la stratégie. Je vais engager un expert comptable judiciaire. Nous allons retracer chaque transaction. Nous trouverons Derek Hamilton et Jay Morrison. Combien de temps ? 1 semaine, peut-être moins. 1 semaine, répétai-je en me levant. Félicia pourrait... Stéphane me saisit l'épaule. Ne confrontez pas Cassandra. Pas encore. Si Félicia est vivante et que vous l'alertez, je comprends. Rentrez chez vous, dit-il. Agissez normalement. Pouvez-vous faire ça ? J'imaginais Cassandra souriante à table. Oui. Il me tendit des copies des relevés. Cachez-les. Après, je restai dans ma voiture, moteur coupé, fixant les documents. 500 000 €. L'héritage de Marguerite pour Félicia, disparu, dépensé morceau par morceau. J. Morrison. Construction, Auvergne, 100 000 €. Qu'avait construit Cassandra avec cet argent ? Et où était ma fille pendant qu'elle construisait ? Je démarrais. Marseille pouvait attendre. Demain, je trouverai Jay Morrison et ceux qui l'avaient bâti chez moi. Vendredi matin, Dorothy Green frappa à ma porte à 8h15. Je venais de rentrer de Marseille, les yeux cernés et épuisés. Mais son visage pâle et effrayé me dit que le sommeil attendrait. « Monsieur Philippe ?» Sa voix tremblait. « Je dois vous montrer quelque chose. J'aurais dû agir il y a des années, mais la peur m'avait paralysé. »« Entrez. » Dorothy, ma voisine depuis 15 ans et amie de Marguerite, une veuve de 72 ans souffrant d'insomnie, s'installa sur le canapé, serrant un sac en toile, les yeux fuyant vers la porte. « Je dors peu, monsieur Philippe, depuis la mort de Robert, » dit-elle d'une voix tremblante. « Et au fil des ans, j'ai remarqué des choses, des lumières dans votre sous-sol la nuit, quand le reste de la maison est sombre. Et Cassandra qui y descend, portant des plats, des sacs. Ça a commencé il y a 8 ans, juste après la disparition de Félicia. Elle sortit 3 cahiers à spirale, usés. J'ai commencé à noter en 2017. Le schéma n'a jamais changé. J'ouvris le premier. Des centaines d'entrées manuscrites, datées et horodatées. 15 mars 2017, 2h30. Cassandra sort du sous-sol avec un plateau de plats vide. 22 juillet 2021, 23h45. J'ai entendu des pleurs faibles venant de la maison. 3 octobre 2023, 3h15. Cassandra a fait 3 allers-retours au sous-sol, avec des oreillers, des couvertures, des livres. Au début, 2 ou 3 fois par semaine, murmura Dorothy. En 2018, 4 ou 5 fois. Toujours tard, quand vous dormiez ou étiez absent. Le cahier me glissa des mains. Vous avez entendu des pleurs ? Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. C'était si faible, mais oui. En 2019, j'ai appelé la police. Elle expliqua que 2 officiers étaient venus pendant que j'étais en vol. Cassandra leur avait fait visiter, prétendant gérer une entreprise depuis le sous-sol.
Ils avaient jugé que tout était en ordre et étaient partis. Le lendemain, Cassandra était venue la voir. Elle souriait, mais ce n'était pas amical. Elle a dit « Madame Green, la curiosité peut parfois être dangereuse. C'est un quartier si tranquille. Je détesterais que quoi que ce soit vienne perturber cette paix. » Sa voix se brisa. Elle ne m'a pas menacé directement, mais j'ai compris. J'ai arrêté d'appeler. J'ai juste regardé et écrit. Je ne pouvais pas en vouloir à cette veuve de 72 ans, encore terrifiée. « Vous êtes là maintenant, dis-je. Il faut du courage pour ça. » D'une main tremblante, elle sortit une clé USB. Il y a plus. L'année dernière, j'ai installé une caméra de sécurité. Je savais que c'était une intrusion, mais je devais vérifier ce que je voyais. Je branchai la clé à mon ordinateur. Des vidéos en vision nocturne montraient Cassandra sortant du sous-sol avec des sacs poubelles, jetant des coups d'œil autour d'elle. D'autres la montraient, vérifiant ma fenêtre de chambre, ou un homme livrant une grande boîte à la porte du sous-sol, toujours tard la nuit. « Qui est-ce » demandai-je. « Je ne sais pas, mais j'ai vu cette voiture 3 fois cette année. Toujours tard la nuit, toujours pour une livraison. » Derek Hamilton, pensai-je. « Il y a 47 vidéos, ajouta-t-elle. Assez pour montrer le schéma. Elle y descend presque toutes les nuits depuis 8 ans, très attentive à ce que vous ne le sachiez jamais. » Je retirai la clé USB, les mains tremblantes. 8 ans de preuve. « Pourquoi venir maintenant » demandai-je. « Mardi, j'ai entendu votre jardinier au téléphone, » dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Il avait entendu des pleurs, lui aussi. J'ai réalisé qu'avec un autre témoin, je ne pouvais plus me taire. Je lui pris la main. « Merci, Dorothy. Vous avez été plus courageuse que vous ne le savez. Que ferez-vous ? » Je vais découvrir ce que ma fille cache et m'assurer qu'elle ne nuise plus jamais à personne. Après son départ, je restai seul, les cahiers de Dorothy étalés sur la table basse. 8 ans de preuves méticuleuses, indéniables. Je revis les vidéos. Cassandra avec ses sacs, vérifiant ma fenêtre, la voiture livrant des colis. Mon téléphone vibra. Un message de Cassandra. « Bonjour papa, déjeuner client jusqu'à 15 heures. À ce soir. Je t'aime. » Je t'aime. Vraiment ? Ou n'étais-je qu'une autre personne à tromper ? J'ouvris le premier cahier. À l'intérieur de la couverture, « S'il m'arrive quelque chose, donnez ceci à la police. Dorothy Green. » Elle avait monté un dossier, attendant le jour où quelqu'un la croirait. Ce jour était arrivé. J'ajoutais les preuves de Dorothy à mon dossier. Le témoignage de Gary, les reçus d'épicerie, les documents du fonds fiduciaire de Steven, et maintenant ses cahiers et vidéos. Les pièces du puzzle s'assemblaient. La voix de Dorothy résonnait. « Que pensez-vous qu'elle cache là-bas, monsieur Philippe ?» Je fixai la clé USB et les cahiers. Au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Ma fille, ma Félicia, était là, sous mes pieds. 20 pieds sous ma chambre, cachée derrière des murs fraîchement peints et 8 ans de mensonges. Demain, je la sortirai, quoi qu'il en coûte, peu importe qui je devrais affronter, même si c'était ma propre fille. Le message LinkedIn arriva un vendredi après-midi. Je venais de rentrer de chez Dorothy, la tête encore pleine de 8 ans de notes manuscrites et de vidéos granuleuses, quand mon téléphone vibra. Riley Summers, graphiste chez Digital Arts Studio Paris. Objet. À propos de Felicia Hayes, je dois vous parler d'urgence. Je fixai le nom. Riley Summers, la meilleure amie de Felicia à l'Université de Paris. Celle qui m'avait appelé chaque semaine pendant 6 mois après la disparition de Felicia, puis avait cessé, la voix brisée, il y a 7 ans. Son message était bref. J'enquête sur la disparition de Felicia depuis 6 mois. J'ai trouvé quelque chose. Pouvons-nous nous rencontrer aujourd'hui ? Je suis à Paris. Je l'appelai immédiatement. Elle décrocha à la première sonnerie. « Monsieur Philippe ?»« Riley. » Ma voix sortit. « Qu'avez-vous trouvé ?»« Pas au téléphone, » dit-elle rapidement. « Pouvez-vous me rejoindre au Café de la Rive sur la rue de Rivoli à 16 heures ?» Je jetai un œil à l'horloge. 1h30. J'y serai. Le Café de la Rive, niché dans un coin tranquille de la rue de Rivoli, était presque vide. J'arrivai en avance et pris une table discrète. Riley entra à 4 heures précises. Je la reconnus immédiatement. Même cheveux bouclés et sombres, même démarche rapide, mais elle semblait plus âgée, plus affûtée, peut-être 27 ans. Elle portait une sacoche en cuir et un iPad. « Monsieur Philippe ?» dit-elle en s'asseyant en face de moi, ses yeux balayant la pièce avant de se poser sur les miens. « Merci d'être venu.
Vous avez dit avoir trouvé quelque chose. Elle hocha la tête, posant l'iPad sur la table entre nous. Je dois d'abord vous faire comprendre quelque chose. Félicia et moi étions colocataires. Elle était ma meilleure amie. Quand elle a disparu, j'ai... Sa voix se brisa. Elle prit une inspiration. J'ai engagé un détective privé il y a 6 mois. Ça m'a coûté 8 000 euros. Il n'a pas trouvé grand-chose, mais il a trouvé ceci. Elle tapota l'iPad et le site Création Cassandra Hayes apparut. Je connaissais la ligne de bijoux de Cassandra, lancée 3 ans après la disparition de Félicia, prétendument inspirée par le deuil. Je connais le travail de Cassandra, dis-je lentement. Qu'est-ce qu'il y a? La mâchoire de Riley se serra. Ce ne sont pas les créations de Cassandra, monsieur Philippe, ce sont celles de Félicia. Je clignai des yeux. Quoi? Elle fit glisser l'écran. Une photo d'un pendentif en argent avec un motif de vigne délicat. C'est de la collection 2022 de Cassandra. Elle glissa à nouveau. Et ceci, c'est un croquis que Félicia a fait en 2015. Je l'ai trouvé dans une boîte de ses vieux travaux universitaires. Les 2 images étaient côte à côte. La correspondance était indéniable. C'est un seul design, dis-je, mon pouce accélérant. Ça pourrait être une coïncidence. Je l'ai pensé aussi, répondit Riley. Elle fit défiler 15 autres comparaisons. 15 créations de Cassandra, 15 croquis du portfolio de Félicia. Chacun était une correspondance parfaite. Mes mains devinrent froides. Il y a plus, murmura Riley. Elle zooma sur le pendentif. Regardez la gravure ici. Je me penchai. Au début, je ne vis que le motif de vigne. Puis Riley traça du doigt la courbe d'une feuille, et je le vis. Un minuscule F presque invisible, caché dans l'espace négatif. Félicia faisait ça, chuchota Riley. Elle signait son travail avec un F caché, dans chaque design. Je lui avais demandé pourquoi elle ne signait pas simplement son nom. Elle avait dit « Si les gens se soucient assez de chercher, ils me trouveront. » Je fixai la lettre. La signature de ma fille, cachée à la vue de tous. 15 designs, continua Riley, la voix tremblante. 15 pièces au cours des 3 dernières années, toutes avec le F caché de Félicia. Elle est vivante, monsieur Philippe, et elle a essayé de nous le dire. Le bruit du café s'estompa. Où est-elle? Demandai-je. Je ne sais pas, répondit Riley, les yeux brillants de larmes. Mais je pense que Cassandra le sait. Je lui racontai tout. Gary entendant des pleurs dans le sous-sol, les reçus d'épicerie, la découverte de Steven concernant le fonds fiduciaire disparu. Un demi-million d'euros siphonnés en 8 ans. Les carnets de Dorothy et les images de surveillance montrant Cassandra transportant des sacs dans le sous-sol à minuit. Semaine après semaine, Riley écouta sans m'interrompre. Quand j'eus fini, elle pleurait. « Elle est dans le sous-sol, n'est-ce pas ?» dit Riley. « Je pense que oui. » « Depuis combien de temps ?» Je ne pouvais pas le dire. Le chiffre semblait impossible. 8 ans. Riley couvrit sa bouche de ses 2 mains. Pendant un long moment, aucune de nous ne parla. Finalement, elle leva les yeux. « Qu'allez-vous faire ?» Je pensais au F caché. 15 fois ma fille avait tenté d'atteindre le monde. 15 fois elle avait été ignorée. Plus maintenant. « Je vais la ramener à la maison, dis-je. » Riley tendit la main par-dessus la table et serra la mienne. « Alors, laissez-moi vous aider. » Cette nuit-là, après que Cassandra fut couchée, je restai éveillé jusqu'à ce que j'entende le bruit de sa porte de chambre se fermer et le léger clic du verrou. À exactement 23h30, je me levai et descendis au sous-sol. Cette fois, je ne cherchais pas de réponse. Je cherchais ma fille. J'avais tout préparé plus tôt dans la soirée pendant que Cassandra était à la galerie du Marais. Un mètre ruban, une lampe de poche, mon téléphone avec le numéro de Steven en numérotation rapide. Je l'avais appelé à 21h et lui avais dit ce que j'étais sur le point de faire. Il avait voulu venir avec moi, mais j'avais refusé. Si je me trompais, si rien n'était là, je ne voulais pas l'entraîner dans les décombres de ma paranoïa. Mais je ne me trompais pas. Je le savais maintenant. Je descendis lentement les escaliers du sous-sol, chaque pas délibéré. La maison était silencieuse. La chambre de Cassandra, 2 étages au-dessus, était celle d'une grosse dormeuse. J'avais le temps. J'ouvris la porte de l'atelier et actionnai l'interrupteur. Les panneaux fluorescents au-dessus s'allumèrent en bourdonnant, inondant la pièce d'une lumière blanche et crue. Tout semblait identique à mardi matin. L'établi de Cassandra au centre, des croquis épinglés au panneau de liège,
Le pendentif en argent que Riley m'avait montré sur l'une de ses photographies, posé sur le comptoir, brillant sous les lumières. Je refermai la porte derrière moi et sortis le maître ruban. Le mur extérieur du sous-sol longeait l'arrière de la maison. De la base des escaliers à l'extrémité, je mesurai 12 mètres. Puis j'entrai dans l'atelier et mesurai à nouveau. La longueur intérieure, de la porte au mur du fond, était de 7,60 m. Il manquait 4,60 m. Je passai à la largeur. Le sous-sol entier s'étendait sur 9,10 m. L'atelier faisait 4,60 m de large. Sur le côté droit, le mur était en béton coulé, la fondation de la maison. Sur le côté gauche, il y avait une cloison sèche fraîchement peinte en blanc, lisse, sans joint. Mais une cloison sèche n'était pas un mur de fondation. J'appuyai ma paume dessus. Elle était froide au toucher. Je frappai légèrement avec mes phalanges. Le son qui me revint était creux, vide. Il y avait une pièce derrière ce mur, 4,60 m de profondeur, 3,70 m de large, soit 16 mètres carrés, assez grande pour y vivre. Je balayai la cloison sèche avec ma lampe de poche, cherchant des joints, des charnières, tout ce qui pourrait indiquer une porte. Au début, je ne vis rien. Le mur était ininterrompu, peint d'un bout à l'autre. Mais ma lumière accrocha quelque chose près du coin. Une haute bibliothèque d'1,80 m, plaquée contre le mur. Je m'en approchai lentement. L'étagère était remplie de livres de design, de techniques de joaillerie, de travail du métal et de quelques textes d'histoire de l'art. Elle semblait lourde, permanente. J'essayai de la pousser. Elle ne bougea pas. Je m'accroupis et pointai la lampe de poche vers la base. Juste visible sous l'étagère la plus basse se trouvaient 4 petites roulettes en caoutchouc. Des roulettes pivotantes, le genre que l'on trouve sur un chariot roulant. Mais elles ne roulaient pas. Elles étaient bloquées par des broches métalliques. Et à côté de la roue avant gauche, à moitié cachée par le cadre en bois de l'étagère, se trouvait un petit clavier électronique. 4 chiffres, une minuscule lumière LED rougeoyante. Je le fixai, mon pouls martelant mes oreilles. Cassandra avait construit un verrou, un code. Je pensais au reçu, au paiement de 100 000 €, à Construction J. Moreau, la rénovation du sous-sol qui n'avait jamais été autorisée, jamais inspectée, jamais enregistrée nulle part ailleurs que dans les dossiers de Steven. C'était ce que cet argent avait acheté. Pas un atelier, une prison. J'essuyais mes paumes sur mon jean et entrai le premier code qui me vint à l'esprit. 1992. L'année de naissance de Cassandra. La LED clignota en rouge. Incorrect. J'essayais 1997. L'année de naissance de Félicia. Rouge à nouveau. 2006. L'année de la mort de Marguerite. Rouge. Je m'assis sur mes talons, fixant le clavier. Quel numéro aurait Cassandra utilisé? Celui qui comptait assez pour elle pour y enfermer sa sœur? Puis j'ai su. 2016, l'année de la disparition de Félicia. J'entrai les chiffres. La LED devint verte. Un clic doux retentit, les broches métalliques se relâchèrent. L'étagère glissa d'1 pouce, puis je la tirai. Elle s'écarta facilement, révélant une étroite ouverture dans le mur. Derrière, encastrée, se trouvait une porte en acier gris industriel avec un verrou. Il était ouvert. Je restai immobile, la main au-dessus de la poignée. Ma poitrine se serra, ma vision se troubla. De l'autre côté, j'entendis une respiration douce et superficielle. Quelqu'un était là. Je collai mon oreille au métal froid. La respiration était faible, prudente. « Félicia » murmurai-je. La respiration cessa. 5 secondes de silence. Puis un son si faible que je le manquais presque. Une inspiration brusque, un sanglot étouffé, puis une voix faible et tremblante. « Papa !» Mes genoux fléchirent. Je m'appuyai contre l'encadrement de la porte, ma main tremblant sur la poignée. « Félicia !» Ma voix se brisa. « Mon cœur, c'est toi ?» Un sanglot traversa la porte, petit, brisé, empli de 8 ans de douleur. « Papa !» Sa voix se noya dans les pleurs. « Papa, tu es venu. Je savais que tu viendrais. » J'allais ouvrir le verrou, mais j'entendis des pas à l'étage. Lent, délibéré, se dirigeant vers l'escalier. Cassandra était réveillée. Ma main se figea sur le verrou. Si je l'ouvrais maintenant, si Cassandra me trouvait ici, elle mentirait. Elle déformerait l'histoire, appellerait la police, dirait que j'avais pénétré par effraction dans son atelier de joaillerie.
que j'étais délirant, dangereux. Je ne pouvais pas prendre ce risque, pas si près du but. Je pressai mon front contre la porte. « Félicia, murmurai-je d'urgence. Je vais chercher de l'aide. J'appelle la police. Je vais te sortir de là, je te le promets. » Sa voix était à peine audible. « S'il te plaît, ne me laisse plus seul. »« Je ne le ferai pas, » dis-je, les larmes coulant sur mon visage. « Je ne pars pas, je monte juste appeler. Tu m'entends ? Je te sors de là ce soir. » Elle ne répondit pas, pleurant seulement. Mes mains tremblantes sortirent mon téléphone. Je composais le 17. L'opératrice répondit « Urgence. Quelle est votre situation ? Mon nom est Philippe. Je suis au 2847 rue des Tilleuls, Paris. Ma fille a été séquestrée dans le sous-sol de Cassandra pendant 8 ans. Elle est vivante. J'ai besoin d'officier immédiatement. Monsieur, pouvez-vous confirmer votre adresse ? 2847 rue des Tilleuls. Elle est enfermée, je l'entends. Elle est vivante. Des agents sont en route, monsieur. Restez en ligne. Je hochai la tête, ma main toujours pressée contre la porte d'acier. De l'autre côté, Félicia s'était tue. « Félicia, murmurai-je. Je suis là, dit-elle doucement. L'aide arrive. D'accord. Je fermai les yeux, m'appuyant contre la porte. Ma paume appela sur le métal froid, comme pour la toucher. Papa, dit-elle après un instant. Oui, mon cœur, tu m'as trouvé. Ma poitrine se serra. Je ne pouvais parler, juste hocher la tête, les larmes coulant, ma main pressée contre la porte comme une bouée de sauvetage. J'étais toujours dans le sous-sol, la main contre la porte d'acier, quand la sonnette retentit à l'étage. Ma première pensée fut « La police ne peut pas être là si vite ». La seconde, Cassandra est réveillée. Je montais les escaliers et regardais par le Judas. Derek Hamilton se tenait sur le porche, le visage pâle et hanté. J'ouvris la porte. « Derek, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il regarda au-delà de moi, ses yeux fuyants. Il était plus mince que dans mes souvenirs. Ses mains tremblaient sur une sacoche usée. J'ai entendu dire que vous aviez vu un avocat, dit-il, la voix basse et urgente. J'ai entendu que vous posiez des questions, monsieur Philippe. Je dois tout vous dire avant que la police n'arrive. Les sirènes se rapprochaient. Derek aussi les entendit. J'ai 10 minutes. Laissez-moi expliquer. Je le fis entrer. Tremblant, il avoua. 8 ans plus tôt, endetté de 45 000 €, il avait aidé Cassandra. Elle lui avait promis de payer ses dettes en échange d'une farce pour effrayer Félicia. Ils avaient simulé un accident. Voiture louée, mannequin, faux sang. Cassandra l'avait attiré sur une route isolée, lui avait fait croire qu'elle avait tué un homme imaginaire. Puis elle l'avait caché ici. Il n'y eut jamais d'enquête. Tout était faux. Avec le temps, Cassandra l'avait tenu sous contrôle, remboursant sa dette par petites sommes et le menaçant. 3 ans plus tôt, rongé par la culpabilité, il avait commencé à enregistrer ses aveux. La clé USB qu'il posa sur la table contenait tout. « Je vais me livrer, mais sauvez Félicia », dit-il avant de sortir vers la police. 20 minutes plus tard, la détective Sophie Martin se tenait dans mon sous-sol devant la porte d'acier dissimulée. Cassandra descendit en panique, mais les agents entrèrent. La pièce était étroite, humide, couverte de dessins. Sur le lit, recroquevillée, une femme maigre aux cheveux emmêlés. C'était Félicia. « Papa », je tombais à genoux, la serrant contre moi. 8 ans volés. Les ambulanciers l'emmenèrent à la Pitié-Salpêtrière. Cassandra fut menottée. Dans l'ambulance, Félicia me demanda « Tu as continué à me chercher ?» Je mentis. « Toujours. » À l'hôpital, sous les lumières blanches, elle raconta. Le 15 mars 2016, un message de détresse soi-disant envoyé par son ami l'avait attirée dans une rue sombre. Un homme avait surgi, elle avait cru l'avoir percuté. Cassandra était apparue aussitôt, et tout avait commencé. Félicia hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Elle est sortie de nulle part. Elle a dit « Félicia, oh mon Dieu, qu'as-tu fait ?» Je lui ai dit que je ne l'avais pas vu, qu'il était juste apparu. J'ai dit que je devais appeler à l'aide, mais elle m'a arrêté. « Qu'a-t-elle dit ?» demanda la détective Sophie Martin. Elle a dit que si j'appelais la police, j'irais en prison. Elle a dit que c'était un homicide involontaire par véhicule, que je pouvais prendre 20 ans. Les mains de Félicia tremblaient. Elle a vérifié l'homme. Elle a dit qu'il était mort.
Elle a dit qu'on ne pouvait rien faire. Elle m'a dit de rentrer chez moi et de la laisser gérer ça. J'avais la nausée. Et tu l'as cru? J'étais sous le choc, papa. Je ne pouvais pas réfléchir. Je lui ai fait confiance. Le lendemain matin, dit Félicia, Cassandra m'a montré un article de presse. C'était sur un site que je n'avais jamais entendu. Il disait qu'il y avait eu un délit de fuite mortelle sur la rue des Tilleuls. Il y avait une photo de la victime. Son nom était Thomas Whitmore, 42 ans, ingénieur civil. Il avait une femme et 2 enfants. Sa voix se brisa. Je pensais avoir tué un père. Je lui serrai la main. Tu n'as tué personne, Félicia. Je sais ça maintenant, murmura-t-elle. Mais pendant 8 ans, j'ai cru que oui. La détective Sophie Martin se pencha. Que s'est-il passé après l'article? Cassandra a dit que je devais me cacher, juste un petit moment, le temps qu'elle arrange les choses, et puis Derek est arrivé. Derek Hamilton, confirma Félicia d'un hochement de tête. Il portait un uniforme de police. Il a dit qu'il était là pour prendre ma déposition. Il m'a posé toutes ces questions. À quelle heure je conduisais, si j'avais bu? Je lui ai dit que non, mais il a dit qu'un rapport toxicologique le déterminerait. Il a dit que je risquais 15 à 25 ans de prison. Elle me regarda, les yeux vides. J'avais tellement peur, papa. Je ne savais pas quoi faire. Cassandra a dit qu'elle me trouverait un avocat. Elle a dit que je devais juste rester au sous-sol quelques jours, le temps que ça se calme. Mais ce n'était pas quelques jours, dis-je doucement. Non, murmura Félicia. C'était 8 ans. La détective Sophie Martin posa son stylo. Félicia, je dois vérifier quelque chose. Pouvez-vous me donner quelques minutes? Elle sortit dans le couloir et passa un appel. J'entendais sa voix, basse et urgente. 5 minutes plus tard, elle revint. Son visage était impénétrable. Monsieur, Félicia, dit-elle, je viens de faire une recherche pour Thomas Whitmore, 42 ans, ingénieur civil, région de Paris, 2016. Félicia se tendit. Il n'y a aucune trace d'un décès de ce nom à Paris en 2016. J'ai donc élargi la recherche au Wisconsin et à l'Iowa. Elle marqua une pause. J'ai trouvé un Thomas Whitmore, 42 ans, ingénieur civil, qui vit à Madison, Wisconsin. Félicia la fixa. Il vit. Il est vivant, Félicia. Il n'a jamais été à Paris et n'a jamais eu d'accident de voiture. La pièce devint silencieuse. Le seul son était le bip des machines. La détective Sophie Martin sortit son téléphone. « Je vais l'appeler tout de suite. Je veux que vous entendiez ça. » Elle composa le numéro et activa le haut-parleur. Le téléphone sonna 3 fois. Puis une voix masculine ensommeillée répondit. « Allô? Monsieur Whitmore, c'est la détective Sophie Martin du service de police de Paris. Je dois vous interroger sur un incident en 2016. » En 2016? L'homme semblait confus. « Je suis désolé, détective. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Avez-vous été impliqué dans un accident de la circulation sur la rue des Tilleuls à Paris le 15 mars 2016? Pas d'accident de la circulation, madame. Je n'ai même jamais été à Paris. J'ai vécu à Madison toute ma vie. Pouvez-vous confirmer que vous êtes bien vivant et en bonne santé, monsieur Whitmore? Whitmore? L'homme rit, nerveux, déconcerté. Autant que je sache, oui, détective, de quoi s'agit-il? La main de Félicia vola à sa bouche. Un sanglot lui déchira la gorge. Il est vivant. Il n'est jamais mort. Je la serrai dans mes bras. Tout n'était qu'un mensonge, ma chérie. Tout. La détective Sophie Martin mit fin à l'appel. Félicia, vous n'avez tué personne. Il n'y a pas eu de victime. Votre sœur a tout mis en scène. Félicia enfouit son visage dans mon épaule et pleura. 8 ans, sanglota-t-elle. Elle m'a laissé croire que j'étais une meurtrière pendant 8 ans. Le lendemain, après que Félicia, admise pour observation, fut enfin tombée dans un sommeil profond et épuisée, la détective Sophie Martin m'appela au commissariat. « Nous avons approfondi les preuves, monsieur Hayes, dit-elle au téléphone. Et nous avons découvert autre chose. Quelque chose qui prouve que ce n'était pas une décision impulsive. » Je me rendis au commissariat de Paris et la suivis jusqu'à une salle de conférence au 2e étage. La table était couverte de dossiers, de photographies et de documents. L'officier du bois était là, ainsi qu'un homme d'une 50aine d'années qui se présenta comme le docteur Alan Pierce, expert en documents médico-légaux. Nous avons retracé la voiture de Félicia.
commença la détective Sophie Martin. Une Toyota Corolla 2012, plaque blanche de l'Île-de-France. Et ce que nous avons trouvé est glaçant. Elle étala 3 documents sur la table. Le docteur Pierce se pencha, désignant la première page. Ceci est l'immatriculation du véhicule. Une Toyota Corolla 2012, plaque ABC 4729. Propriétaire enregistré, Felicia Hayes. Il fit glisser le deuxième document. Ceci est un acte de vente daté du 28 mars 2016, 13 jours après l'accident mis en scène. La voiture a été vendue à l'échange auto d'Iowa à Des Moines pour 3 500 € en espèces. Et ici, il tapota le bas de la page, se trouve la signature du vendeur, Felicia Hayes. Je fixai la signature. Elle ressemblait à l'écriture de Felicia, le F bouclé, l'inclinaison du H. Le docteur Pierce plaça un troisième document à côté de l'acte de vente. Une photocopie du permis de conduire de Felicia et un ancien contrat de location qu'elle avait signé à l'université. « Ceci est la vraie signature de Felicia », dit-il. « Maintenant, regardez attentivement. » Il sortit une loupe et me la tendit. Je me penchai sur l'acte de vente, plissant les yeux à travers la lentille. Au début, je ne vis rien, mais ensuite je le remarquai. De minuscules hésitations dans l'encre, des micro-tremblements là où le stylo s'était arrêté, soulevé, repositionné. Les traits n'étaient moins de pas fluides. Ils étaient hautes copiés. « Cette signature est un faux », déclara le docteur Pierce. « Un bon faux. Mais sous grossissement, on peut voir les points d'arrêt, les endroits où le faussaire a vérifié l'original, puis a continué. Ce n'est pas Felicia Hayes qui a écrit cela. » Je posai la loupe, mes mains tremblantes. « Cassandra », acquiesça la détective Sophie Martin. « Nous avons contacté l'échange auto d'Iowa. Ils ont confirmé qu'une femme d'une vingtaine d'années avait vendu la voiture. Transaction en espèces. Ils avaient encore les images de surveillance de 2016. Elle cliqua sur un bouton de son ordinateur portable. Une vidéo granuleuse apparut à l'écran. Une femme entra dans la concession. Elle portait une casquette de baseball basse, de grandes lunettes de soleil et un masque médical. L'horodatage indiquait le 28 mars 2016, 14h47. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je reconnus sa silhouette, sa démarche, sa façon de se tenir. C'était Cassandra. Elle signa les papiers, accepta une liasse de billets et partit. La transaction entière prit 8 minutes. L'officier du bois ajouta « Nous avons également vérifié auprès de la préfecture. Felicia n'a jamais signalé le vol de la voiture. Vous non plus, vous ne l'avez jamais signalé comme disparu. » Je secouai lentement la tête. Parce que Cassandra m'a dit que Felicia avait pris la voiture et était partie. Elle a dit que Felicia allait refaire sa vie ailleurs. « Et vous l'avez cru ?» demanda doucement la détective Sophie Martin. « Oui. » Ma voix était creuse. Je pensais que Felicia s'était enfuie. Le docteur Pierce s'éclaircit la gorge. « Monsieur Hayes, il y a une dernière chose. Nous avons trouvé une empreinte digitale partielle sur l'acte de vente, sous la signature falsifiée. C'est celle de Cassandra. Elle a essayé de l'effacer, mais elle a manqué un endroit. Je fixai le document. Elle avait planifié cela avant même que l'accident ne se produise. Elle savait qu'elle allait se débarrasser de la voiture. C'est ce que nous pensons, dit la détective Sophie Martin. Vendre la voiture si rapidement, en moins de 2 semaines, suggère qu'elle voulait éliminer toute preuve que Felicia était encore dans la région. Ce n'était pas impulsif, monsieur Hayes, c'était prémédité. Je m'effondrais sur la chaise, mes jambes soudain trop faibles pour me soutenir. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait mis en scène l'accident, enfermé Felicia dans le sous-sol, vendu sa voiture et fait croire que Felicia s'était enfuie. « Oui », confirma la détective Sophie Martin. Je repensais à ces premières semaines après la disparition de Felicia. Cassandra avait semblé si inquiète. Elle avait pleuré. Elle m'avait aidé à déposer le rapport de personnes disparues. Elle avait appelé les amis de Felicia, demandant si quelqu'un avait eu de ses nouvelles. Tout n'était que mensonge. « Oh, elle m'a dit que Felicia avait juste besoin d'espace », dis-je, ma voix brisée. Elle a dit que Felicia appellerait quand elle serait prête, et je l'ai cru. Pendant 8 ans, je l'ai cru. La détective s'assit en face de moi. « Monsieur Hayes, Cassandra est votre fille. Vous lui avez fait confiance. Ce n'est pas de l'aveuglement, c'est de l'amour. Et elle l'a exploité. » Je la regardais. Quel genre de personne fait ça à sa propre sœur? Elle ne répondit pas, car il n'y avait pas de réponse sensée. Ce week-end-là,
Riley m'appela. Elle avait trouvé un nom. Marcus Grant, un spécialiste en analyse audio forensique. Monsieur Hayes, me dit-elle au téléphone, je crois savoir comment Cassandra a fait croire à tout le monde que Felicia donnait encore de ses nouvelles après sa disparition. Vous n'allez pas le croire. Je l'ai rencontrée le lundi après-midi au studio d'arts numériques de Riley, un bâtiment de verre moderne au centre de Paris. La salle de conférence était petite, remplie d'écrans et d'équipements audio. Riley était assise en face de moi, son ordinateur portable ouvert. À ses côtés se trouvait un homme d'une trentaine d'années aux cheveux sable et aux yeux vifs et analytiques. Monsieur Hayes, voici Marcus Grant, dit Riley. Il a travaillé pour le FBI comme analyste audio forensique. Marcus me serra fermement la main. Mademoiselle Summers m'a apporté des messages vocaux qu'elle a reçus il y a des années, commença Marcus. Des messages qu'elle croyait de Felicia. Je les ai analysés, et ce que j'ai découvert est profondément troublant. Il ouvrit un dossier sur l'ordinateur et lança le premier fichier. Une voix emplit la pièce. Douce, familière, d'un réalisme déchirant. Riley, c'est moi. Je vais bien. J'ai juste besoin de prendre du recul. Ne t'inquiète pas pour moi. J'appellerai quand je serai prête. Je t'aime. Je me figeai. C'est Felicia. Les yeux de Riley étaient rougis. C'est ce que je pensais aussi. Marcus joua un deuxième message, puis un troisième, celui-ci envoyé sur mon téléphone en août 2017. « Papa, je t'aime. Je suis en sécurité. J'ai juste besoin de régler les choses seul. Je rentrerai un jour. J'espère que tu comprends. » Ma gorge se serra. J'avais écouté ce message des dizaines de fois, m'y accrochant comme à une preuve que Felicia était vivante, qu'elle allait bien, qu'elle avait choisi de partir. « Comment est-ce que ce n'est pas elle ?» murmurai-je. Marcus se pencha en avant. « Parce que ce n'est pas une personne, monsieur Hayes. Regardez. » Il rejoint le premier message, affichant cette fois une forme d'onde sur l'écran, une ligne dentelée de crêtes et de creux. Des marqueurs rouges ponctuèrent la forme d'onde à intervalles irréguliers. Ces points rouges indiquent une synthèse artificielle, expliqua Marcus. Cette voix a été créée à l'aide de la technologie de clonage vocal par IA. Je fixai l'écran. L'IA en 2016. Oui, confirma Marcus. La technologie de clonage vocal émergeait vers 2015 à 2016. Elle n'était pas aussi sophistiquée qu'aujourd'hui, mais suffisante pour tromper des personnes connaissant bien la voix, surtout via un téléphone ou une messagerie vocale où la qualité audio est déjà compressée. Il ouvrit une autre fenêtre. Pour cloner une voix, il faut environ 5 à 10 minutes d'échantillons audio clairs. Le logiciel analyse la hauteur, le ton, la cadence et les schémas de parole, puis génère un nouveau discours identique à l'orateur original. Riley intervint. J'ai trouvé de vieilles vidéos sur l'ordinateur portable de Cassandra. Réunion de famille, anniversaire. Cassandra avait des heures de la voix de Felicia en fichier. Marcus passa à un écran de comparaison. D'un côté, la forme d'onde du message vocal. De l'autre, celle d'une vieille vidéo de Felicia, parlant lors d'un dîner de famille. La hauteur et le ton correspondent presque parfaitement, dit Marcus. Mais regardez ici. Il zooma sur un segment du message vocal. Voyez ces micro-pauses ? Elles sont légèrement plus longues que la parole humaine naturelle. Des fractions de secondes, mais constantes. Et ici, il désigna une autre section. La respiration ne s'aligne pas avec les mots. Une vraie personne inspire et expire à des moments prévisibles. Ce n'est pas le cas ici. Il rejoint le message, cette fois en soulignant les anomalies. Je les entendis maintenant. De minuscules bégaiements presque imperceptibles. Une respiration qui venait un demi-temps trop tard. Un mot qui sonnait juste un peu trop lisse. Pour l'auditeur moyen, cela semble réel, dit Marcus. Mais après analyse, c'est clairement synthétique. Je m'enfonçai dans ma chaise, la tête me tournant. Vous êtes en train de me dire que chaque message que je croyais de ma fille était faux ? J'ai analysé 5 messages envoyés sur 3 ans, répondit Marcus. Tous présentent des signes de génération par IA. Riley s'essuya les yeux. Je l'ai cru, Monsieur Hayes. Chaque fois que je recevais un message de Felicia, je pensais qu'elle allait bien. J'ai arrêté de chercher parce que je pensais que c'était ce qu'elle voulait. Je regardais Marcus. Quel genre de compétences faut-il pour faire ça ? En 2016, des connaissances techniques de base, expliqua-t-il. Il existait quelques applications et services en ligne proposant le clonage vocal. N'importe qui ayant accès à des échantillons audio et un ordinateur portable pouvait le faire.
Il marqua une pause. Mais le niveau de tromperie ici, envoyer des messages sur 3 ans, les planifier stratégiquement, s'assurer qu'ils sonnent naturels, cela demande de la préméditation. Celui qui avait fait cela savait exactement ce qu'il faisait, pensai-je. Cassandra avait toujours été douée avec la technologie. Elle avait étudié l'informatique sa première année d'université avant de se réorienter vers la conception de bijoux. Elle avait les compétences et le motif, murmurai-je. Riley se pencha. Monsieur Hayes, j'ai fouillé les archives e-mail de Cassandra. J'ai trouvé des reçus pour VoiceForge, un service de synthèse vocale auquel elle s'est abonnée en avril 2016, un mois après la disparition de Felicia. Marcus confirma que c'était l'une des plateformes les plus accessibles pour le clonage vocal à l'époque. Je fixai l'écran, les marqueurs rouges parsemant le fichier audio. Marcus rejoint le message, soulignant les micro-erreurs. « Ce n'est pas votre fille, monsieur Hayes, dit-il doucement. C'est une machine. » Pendant 3 ans, j'avais écouté ces messages, ressentant un soulagement trompeur. J'avais cessé de chercher, croyant que Felicia était vivante et avait choisi de partir. Mais tout ce temps, c'était Cassandra, dans son atelier de joaillerie, qui téléchargeait des fichiers audio et m'envoyait ses mensonges. Le mardi matin, l'officier du bois m'appela. « Nous avons retrouvé l'entrepreneur qui a construit cette pièce, monsieur Hayes, dit-elle, la voix tendue. Jake Morrison, de Clermont-Ferrand, est là pour coopérer. » 1 heure plus tard, j'étais derrière une vitre sans teint au poste de police, observant un homme d'âge moyen aux mains rudes s'agiter. L'officier du bois se tenait à mes côtés. « C'est lui, dit-il. Jake Morrison, l'entrepreneur à 100 000 €. » Je fixai l'homme. La cinquantaine, cheveux grisonnants, visage buriné, chemise à carreaux délavée, serrant une tasse à café. L'officier du bois était assis en face de lui. « Monsieur Morrison, parlez-nous du travail effectué pour Cassandra en 2016. » Jake hocha la tête. « Oui, madame. Je porte cette culpabilité depuis 8 ans. En mars 2016, commença Jake, j'ai reçu un message via Le Bon Coin. Quelqu'un cherchait un entrepreneur d'une autre région, pas de la région parisienne. Le travail était inhabituel. » « Inhabituel ? En quoi ?» demanda l'officier du bois. « Elle voulait une pièce cachée dans un sous-sol, insonorisée, avec une serrure à l'extérieur. » Il déglutit. « Elle a dit que c'était une cave à vin spéciale, pour l'intimité et le contrôle de la température. Elle était très précise sur la serrure, disant que son père, âgé, s'égarait et qu'il fallait le protéger des objets de valeur. » Mon estomac se noua. Elle a offert 15 000 € en liquide, sans paperasse. Je devais travailler quand le propriétaire était absent. Elle a dit qu'il voyageait beaucoup, un pilote, et que c'était une surprise. L'officier du bois se pencha. « Et rien de tout cela ne vous a semblé suspect ?» Le visage de Jake se froissa. « Bien sûr que si, mais ma femme était malade, un cancer de stade 4. Les factures médicales nous enterraient. 15 000 € en liquide, sans impôt. Je n'ai pas posé les questions. » Il posa sa tasse, les mains tremblantes. Je me suis dit que c'était juste le passe-temps bizarre d'une personne riche. C'est ce que je voulais croire. « Décrivez-moi la construction, » dit l'officier du bois. Jake inspira. 3 semaines. Philippe était en Europe. Cassandra m'a donné accès. J'ai construit un faux mur pour créer un espace caché d'environ 4,5 mètres sur 3,6 mètres. Les mêmes dimensions que l'officier du bois avait confirmées en trouvant Felicia. J'ai installé une porte en acier avec un verrou qui ne s'ouvrait que de l'extérieur. Un système de ventilation basique, des toilettes portables, un petit lavabo raccordé, de la mousse insonorisante. Elle voulait un silence total. « Et vous pensiez toujours que c'était une cave à vin ?» La voix de l'officier du bois était glaciale. Jake baissa les yeux. « Non. À la fin, je savais que ce n'en était pas une. Mais j'avais pris l'argent. Ma femme mourait. Je me suis convaincu que ce n'était pas mes affaires. »« Quand avez-vous réalisé ce que vous aviez construit ?» demanda l'officier du bois. « En 2020, dit Jake. J'ai vu un article sur une fille disparue, Felicia Hayes, à Paris. J'ai reconnu le nom. J'ai commencé à me demander si... Mais je n'avais aucune preuve. Et j'étais terrifié. » Jake craignait d'être arrêté comme complice. Il expliqua à l'officier du bois qu'il avait vu aux informations la découverte de Felicia dans une pièce au sous-sol, reconnaissant la pièce qu'il avait construite. Il ne pouvait plus vivre avec ce secret. Après un silence, l'officier du bois me demanda si je voulais lui parler. J'ai hoché la tête, incertain. En entrant,
Jake Morrison pâlit. Monsieur Philippe, je suis tellement désolé, dit-il, la voix brisée. Mes mains tremblaient. Je voulais lui hurler ma rage, comprendre comment il avait pu construire une telle prison et s'en aller. Mais je ne voyais qu'une autre personne manipulée par Cassandra. Vous avez construit la pièce qui a retenu ma fille pendant 8 ans, dis-je. Les larmes aux yeux, Jake répondit « Je sais. Je le regretterai toute ma vie. J'étais désespéré. » J'ai demandé si sa femme était décédée. 6 mois après les travaux. Sa voix était creuse. L'argent n'a pas pu la sauver. Ça a juste fait de moi un monstre. Je ne savais quoi dire, partagé entre la haine et la compréhension. L'officier du bois l'informa qu'il serait inculpé de complicité, mais que sa coopération serait prise en compte. Jake accepta la peine qu'il méritait. En partant, je me retournai. Si vous aviez posé une seule question de plus, ma fille aurait pu être libre 7 ans et 11 mois plus tôt. 2 jours plus tard, l'officier du bois m'appela pour un rendez-vous dans un café. « Quelqu'un est venu au poste ce matin, » dit-elle. « Eddie, il a été témoin de l'accident mis en scène il y a 8 ans sur l'avenue des Chênes. Vous devez entendre ça. » 20 minutes plus tard, je rejoignis l'officier du bois, fatigué, dans un café. Elle m'expliqua qu'Eddie, un sans-abri de 50 ans, sobre depuis 3 mois, était venu volontairement pour raconter ce qu'il avait vu en 2016 près de l'avenue des Chênes. Il avait été témoin de l'accident mis en scène, du mannequin, de tout, mais n'avait jamais rien signalé. Elle me tendit son dossier et commença son récit. Le 15 mars 2016, vers minuit 15, Eddie, dormant dans un entrepôt près de l'avenue des Chênes, fut réveillé par un moteur. Par une fenêtre brisée, il vit une Honda Civic grise, phares éteints. Un homme d'une trentaine d'années en sortit, ouvrit le coffre et en tira quelque chose qui ressemblait à une personne, mais bougeait bizarrement, comme une poupée. Ma poitrine se serra. L'homme traîna l'objet au milieu de la route, le déposa, puis versa un liquide rouge autour, trop épais et vif pour être du vrai sang. Une femme observait sans bouger. « Cassandra », murmurai-je. L'officier du bois confirma que la description correspondait. 5 minutes plus tard, une Toyota Corolla blanche freina brusquement. Une jeune femme terrifiée en sortit. La femme qui observait la rejoignit, et elles parlèrent. L'homme remit le mannequin dans le coffre et partit. « Il a vu toute la mise en scène ?» demandai-je. « Oui, il savait que c'était faux. » L'officier du bois expliqua qu'Eddie, sans abri et alcoolique, sans papier ni crédibilité, pensait que personne ne le croirait face à des gens riches. Il avait cru à un film ou une blague, se disant que ce n'était pas ses affaires. Une colère m'envahit. C'était ses affaires. Une fille avait disparu. « Il le sait maintenant, » dit l'officier du bois. 1 mois plus tard, en avril 2016, Eddie avait vu les avis de recherche de Felicia Hayes, la reconnaissant comme la fille de la voiture blanche. Mais il n'avait toujours rien dit, par peur. Il craignait des représailles et d'être impliqué. Pendant 8 ans, il a porté ce fardeau pensant à Felicia. La semaine dernière, il a vu le reportage. Felicia retrouvée vivante, secourue d'un sous-sol. Cela l'a brisée. En centre de désintoxication, la culpabilité est devenue insupportable. Ce matin, il a tout raconté à la police. Je fixai le dossier. Son récit correspondait parfaitement à celui de Derek. Timing, lieu, Honda Civic, mannequin, faux sang, tout concordait. Eddie, témoin indépendant, n'avait aucun moyen de connaître les détails de Derek, rendant son témoignage précieux et convaincant. Inculpé ? Non. La loi française ne l'exigeait pas, sauf pour certaines professions. Il coopère. Je regardais par la fenêtre. « Ils s'en tirent comme ça ?» demandai-je. « Légalement, oui, » répondit l'inspecteur Bennett. « Moralement, c'est entre lui et sa conscience. Il m'a laissé ceci. » Elle sortit un papier plié. L'écriture tremblante disait « Monsieur Hayes, je suis désolé de ne pas m'être manifesté plus tôt. J'avais peur. Honte. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. J'espère que votre fille trouvera la paix. Eddie. » Je pliai la note, partagée entre gratitude et colère. « Et maintenant ?» demandai-je. L'inspecteur Bennett expliqua qu'Eddie témoignerait si nécessaire. Son témoignage, la confession de Derek, les preuves médico-légales, la déclaration de Jake Morrison et l'analyse de clonage vocal formaient un dossier en béton contre Cassandra. « Bien, dis-je. » Elle referma le dossier. « Nous y sommes presque. » J'acquiesçais, mais ne pensais qu'à ses 8 ans. Une personne de plus aurait pu arrêter ça. L'arrestation eut lieu un samedi matin.
en plein vernissage de la galerie de Cassandra. L'inspecteur Bennett avait choisi ce moment délibérément. Elle a eu une semaine de liberté. Aujourd'hui, nous avons tout, et je veux qu'elle comprenne que son image parfaite ne la protégera plus. À 10h45, je me tenais devant Cassandra Hayes Designs, galerie élégante du Marais à Paris. À travers les vitrines, des invités sirotaient du champagne, admirant les bijoux. Cassandra, impeccable dans une robe noire, souriait avec assurance, présentant une vitrine à des clients VIP. L'inspecteur Bennett était à mes côtés, avec l'officier Dubois et 3 agents. « Monsieur Hayes, voulez-vous assister à ça ?» J'acquiesçai. « Je dois le voir. » Elle hocha la tête. « Philippe, s'il te plaît, » dit-elle, la voix brisée. « Tu dois me croire. » J'essayais de la protéger. Elle était en danger. « Arrête de mentir, Cassandra, » dis-je calmement. « Je sais tout. Le faux accident, Thomas Whitmore, les messages vocaux par IA, Jake Morrison, Eddie, Derek. Tout. » Elle secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Tu ne comprends pas, Félicia allait nous quitter. Elle avait une offre d'emploi à New York. Elle allait abandonner la famille. Après la mort de maman, j'ai promis de nous garder unis. En enfermant ta sœur dans un sous-sol pendant 8 ans, ma voix monta. En volant ses créations, en lui faisant croire qu'elle était une meurtrière, je lui donnais à manger, sanglota Cassandra. Je lui donnais du matériel d'art. Je la gardais en sécurité. Tu en as fait une prisonnière, criai-je. Elle avait 19 ans, Cassandra. Elle avait toute la vie devant elle, et tu l'as volée. Cassandra s'effondra à genoux, sanglotant. Je ne voulais pas que ça dure 8 ans. J'allais la laisser sortir, mais je ne pouvais pas. J'avais besoin d'elle, papa. J'avais besoin de son talent. J'avais besoin de ses créations. J'avais besoin d'elle. Je regardais ma fille, celle en qui j'avais eu confiance, et je vis une étrangère, persuadée d'avoir agi pour le mieux. Tu n'avais pas besoin d'elle, dis-je. Tu l'as utilisée et tu as détruit vos 2 vies dans le processus. L'officier Dubois aida Cassandra à se relever. Elle tremblait tandis qu'il lui passait les menottes derrière le dos. La galerie était silencieuse. Des journalistes s'étaient rassemblés près de la porte, leurs appareils photos crépitants. L'inspecteur Bennett leur fit signe de reculer. Alors qu'il la menait vers la sortie, elle s'arrêta à côté de moi. « Je l'ai fait pour nous, papa, » murmura-t-elle. « Pour nous empêcher de nous effondrer. Tu ne vois pas ?» Je ne répondis pas. « S'il te plaît, ne me déteste pas, » dit-elle, la voix faible. « Je suis toujours ta fille. » Ma voix trembla. « Tu étais ma fille, mais je ne sais plus qui tu es. » Cassandra laissa échapper un sanglot brisé alors que l'officier Dubois la guidait vers la porte. La foule s'écarta. Les caméras cliquetaient. L'inspecteur Bennett écarta une question. Je restai seul dans la galerie, entouré de présentoirs de bijoux. La collection de Cassandra, les créations de Félicia. Je m'approchai d'une vitrine, un collier en argent aux vignes complexes s'enroulant autour du pendentif. Je me penchai, plissant les yeux sur le motif. Là, cachée dans la courbe d'une feuille, se trouvait la lettre F. Les mots de Riley résonnèrent dans mon esprit. Elle criait à l'aide dans chaque création. Par la fenêtre, je regardai l'officier Dubois ouvrir la portière du véhicule de police et aider Cassandra à monter. Elle se retourna une dernière fois, le visage strié de larmes, son image parfaite brisée. « Je l'ai fait pour nous, papa », avait-elle dit. Je restai là, entouré de cette beauté volée, et sentis quelque chose se briser en moi. Le plus cruel n'était pas qu'elle ait détruit la vie de Félicia, mais qu'elle croyait sincèrement, même après tout ça, avoir agi correctement. Une semaine après l'arrestation de Cassandra, Félicia fut autorisée à quitter l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Les médecins avaient dit que son état physique s'était stabilisé, mais qu'elle aurait besoin de mois, voire d'années de thérapie pour digérer ce qu'elle avait subi. Ce soir-là, assise dans le salon de la même maison où elle avait été retenue captive, ma fille me raconta enfin comment elle avait survécu. J'avais nettoyé le sous-sol et scellé l'entrée. Je ne pouvais pas me résoudre à abattre les murs. Pas encore. Mais j'avais verrouillé la porte et l'avais cachée derrière une haute bibliothèque. Félicia m'avait dit qu'elle ne voulait plus jamais la voir. Elle était assise sur le canapé, enveloppée dans un grand sweat à capuche, sa peau ayant retrouvé plus de couleur qu'une semaine auparavant. Je lui préparai du thé et m'assis à côté d'elle, craignant de la brusquer. « Papa, » dit-elle doucement, « je veux tout te raconter. Pas pour la police, pas pour le procès, juste pour toi, pour que tu comprennes. » Je lui dis qu'elle n'était pas obligée si c'était trop tôt.
J'en ai besoin, dit-elle. J'ai besoin de le dire à voix haute pour savoir que c'est vraiment fini. J'acquiesçai. Je suis là. La première semaine fut la pire, dit Félicia, ses mains serrant la tasse à café. Je pleurais constamment. Je ne mangeais pas. Je pensais que c'était un cauchemar et que je me réveillerais, mais ça n'arrivait jamais. Elle fixa le thé. Cassandra apportait de la nourriture 3 fois par jour. Elle s'asseyait devant la porte et parlait à travers la fente. Elle répétait qu'elle me protégeait, que la police me cherchait, et que si elle me trouvait, j'irais en prison. Elle disait qu'elle cherchait un avocat, mais que ça prendrait du temps. Elle disait que je devais juste lui faire confiance. Ma mâchoire se serra. Je l'ai cru, murmura Félicia. J'étais terrifié. Je pensais avoir tué quelqu'un. Je pensais être une meurtrière. Alors, j'ai commencé à manger. J'ai commencé à survivre parce que je pensais que si je restais en vie assez longtemps, Cassandra arrangerait les choses. Mais elle ne l'a pas fait. Non, dis-je. Au 2e mois, quand j'ai demandé quand je pourrais partir, elle a dit « Pas encore ». Puis ce fut 3 mois, puis 6, puis 1 an. Sa voix se brisa. C'est là que j'ai su qu'elle ne me laisserait jamais sortir. Elle prit une inspiration. En 2017, quelque chose d'étrange s'est produit. Un jour, elle entendit du mouvement dans la ventilation. Un oiseau, un moineau à l'aile brisée, tomba dans la pièce. Félicia en a pris soin. Elle déchira du tissu pour lui faire une attelle, le nourrit de miettes de pain. Elle le nomma Espoir. Ses yeux se remplirent de larmes. Voir Espoir guérir lui donna une raison de continuer. Cela lui rappela que les choses brisées pouvaient être réparées. « Qu'est-il arrivé à l'oiseau » demandai-je. En 2018, elle l'aida à s'échapper par la ventilation. Elle pensait qu'il s'envolerait, mais 2 jours plus tard, il revint. Félicia sourit faiblement. Elle comprit qu'elles étaient toutes deux piégées. L'oiseau ne pouvait la quitter. Et elle ne pouvait quitter cette pièce, mais sa présence la maintenait en vie. Elle s'essuya les yeux. Pour rester saine d'esprit, elle commença à dessiner. Cassandra lui donna du papier, des crayons et des livres d'art, disant qu'elle devait créer des bijoux pour elle, et que l'argent aiderait sa défense juridique. Je fermai les yeux. Elle ne dessinait pas pour Cassandra. Félicia dit qu'elle dessinait pour elle-même chaque jour. Des forêts, des océans, des oiseaux. Et toi, papa? Plus d'1 centaine de tes portraits, dessinés de mémoire. Dessiner ton visage lui rappelait que quelqu'un l'aimait, que tu la retrouverais un jour. En 2019, continua-t-elle, Cassandra devint plus insistante. Elle voulait des créations pour son entreprise. Félicia savait qu'il n'y avait pas d'avocat, mais elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose. Alors elle dessina. Elle me regarda. C'est là qu'elle commença à cacher la lettre F dans chaque pièce. J'acquiesçai. Riley me l'avait dit. Je savais qu'elle le verrait. Félicia expliqua. À l'université, Riley et moi cachions des marques dans nos œuvres. C'était notre façon de dire « c'est à moi ». Alors, je l'ai fait de nouveau. C'était mon cri silencieux. De 2019 à 2022, elle créa 15 pièces, toutes avec le F caché. Seul Riley l'avait remarqué. Sa voix tremblait. Seul Riley. Je lui pris la main. Elle n'a jamais cessé de chercher. « Je sais », murmura Félicia. Elle m'a sauvé. À la 8e année, elle perdait espoir. Elle pensait mourir là, cessant de dessiner, de se soucier. Puis un jour, elle entendit une voix d'homme dehors. « Le jardinier, il te parlait ?» Je m'en souvenais. « J'ai pleuré plus fort, » dit-elle. « Quelques jours après, j'ai entendu ta voix. Tu as prononcé mon nom. » Ses mains tremblaient. Quand je t'ai entendu, j'ai su que je vivrais. Je savais que tu viendrais. Je la serrai dans mes bras et nous pleurâmes ensemble, non de douleur, mais de soulagement. Chaque jour, j'ai dessiné, murmura Félicia. Des images de toi, des forêts et des cieux que je ne pouvais voir. De l'espoir, l'oiseau qui m'a appris que les ailes brisées peuvent guérir. Elle me regarda et pour la première fois en 8 ans, je vis de la lumière dans ses yeux. J'ai survécu parce que je croyais que tu me trouverais, dit-elle. Même quand je voulais abandonner, même quand je pensais mourir, je continuais à te dessiner. Je savais que tu ne cesserais jamais d'être mon père. Je la serrai fort, et nous pleurâmes encore, car elle avait raison. Je n'avais jamais cessé d'être son père. J'avais juste oublié comment voir la vérité. 3 mois plus tard,
J'étais assis dans la galerie du palais de justice de Rivoli, assistant au jugement de ma fille aînée. Le procès avait duré 2 semaines. C'était le jour du verdict. Cassandra, en combinaison orange, était assise à la table de la défense, pâle mais sereine. Derrière moi, Félicia me serrait la main. Nous étions là pour clore un chapitre et en ouvrir un autre. Le silence régnait dans la salle aux boiseries sombres. Le sceau de l'Île-de-France trônait derrière le banc. La juge Marguerite Dubois, une femme d'une 60aine d'années aux yeux vifs et réputée pour son équité, parcourut le dossier. « L'audience est ouverte », dit-elle. Je sentis Félicia se crisper. Le procès avait été épuisant, 2 semaines de témoignages et d'arguments. L'accusation avait monté un dossier solide. Cassandra Hayes était accusée d'enlèvement, de séquestration, de complicité de fraude, de faux et d'exploitation financière. Derek Hamilton, jugé séparément, avait plaidé coupable en échange d'une peine réduite. Les témoins furent accablants. Félicia Hayes, au 3e jour, raconta d'une voix calme ses 8 années dans le sous-sol. « J'ai cru être une meurtrière pendant 8 ans, dit-elle, fixant Cassandra. Ma sœur m'a volé ma vie par un mensonge. » Derek Hamilton, le 5e jour, avoua avoir mis en scène l'accident, usurpé l'identité d'un policier et aidé Cassandra. Sa voix se brisa. « J'ai été un lâche. J'aurais dû arrêter ça. » Dorothy Green présenta ses journaux et les images de surveillance. 8 ans de preuves. Les allées et venues nocturnes de Cassandra avec des sacs de nourriture. « J'aurais dû appeler la police plus tôt, » dit-elle, la voix tremblante. « Je le regretterai toute ma vie. » Riley Summers expliqua les signatures en F caché. 15 créations sur 3 ans. « Félicia appelait à l'aide, » dit Riley. « Et j'ai failli ne pas le voir. » Eddie témoigna de l'accident mis en scène, son récit concordant parfaitement avec les aveux de Derek. Un témoin indépendant. Les preuves étaient accablantes. Le jury avait délibéré moins de 4 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs. 3 mois après l'arrestation de Cassandra, l'heure de la sentence était venue. La juge Sullivan regarda Cassandra. « Mademoiselle Hayes, souhaitez-vous faire une déclaration avant que je prononce la sentence ?» Cassandra se leva lentement. Son avocat posa une main sur son bras, mais elle secoua la tête. « Oui, votre honneur. » Elle se tourna vers la salle, ses yeux me trouvèrent. « Félicia, je sais ce que tout le monde pense, » dit-elle d'une voix tremblante. « Que je suis un monstre, mais ce n'est pas moi. J'aime ma sœur. Elle allait nous quitter. Elle avait une offre d'emploi à New York. Après la mort de maman, j'ai promis de garder notre famille unie. J'essayais de la protéger. Je lui ai donné de la nourriture, du matériel d'art. Je la gardais en sécurité. « Tu m'as enfermé dans un sous-sol !» s'écria Félicia derrière moi. « Tu m'as volé 8 ans de ma vie !» La juge Sullivan leva la main. « Mademoiselle Hayes, vous aurez l'occasion de parler. » Cassandra s'effondra. « Je ne voulais pas que ça dure 8 ans. J'allais la libérer, mais je n'y arrivais pas. J'avais besoin d'elle, de son talent. Je pensais vraiment faire ce qu'il fallait. » Elle me regarda, les larmes aux yeux. « Papa, s'il te plaît, je l'ai fait pour nous, pour ne pas que nous nous effondrions. » Je ne dis rien. L'expression de la juge Sullivan était glaciale. « Mademoiselle Hayes, vous pouvez vous asseoir. » Elle ouvrit le dossier de la sentence. Le silence se fit. « Cassandra Hayes, » commença la juge, « vous avez été reconnue coupable par un jury de vos pairs d'enlèvement, de séquestration, de complicité de fraude, de faux et d'exploitation financière. Les preuves ont démontré une cruauté calculée et délibérée sur 8 ans. » Son regard se durcit. « Vous n'avez pas agi par amour, mademoiselle Hayes. Vous avez agi par contrôle. L'amour n'emprisonne pas, ne trompe pas, ne vole pas la vie d'autrui. » Cassandra baissa la tête. « Pour l'enlèvement, je vous condamne à 15 ans de prison. Pour la séquestration, 10 ans, à purger consécutivement. Avec les autres chefs, votre peine totale est de 25 ans à l'établissement correctionnel pour femmes de Paris. Vous serez éligible à la libération conditionnelle après 15 ans. » Le marteau frappa. 25 ans. Les épaules de Cassandra tremblaient. Son avocat lui parla doucement. 2 officiers l'approchèrent. Alors qu'il la menait devant moi, elle s'arrêta. « Papa » dit-elle. Je la regardais, la fille que j'avais élevée. « Je suis désolée » murmura-t-elle. Je ne répondis pas. Devant le tribunal, Félicia s'appuya contre moi, secouée de sanglots silencieux. « La sentence n'efface pas ces 8 ans, »
murmura-t-elle. Je la serrai plus fort. Non, dis-je, mais cela signifie que ça n'arrivera plus jamais. Après un long moment, Félicia se redressa, essuya ses yeux et me regarda. On peut rentrer maintenant demanda-t-elle. J'acquiesçai. Oui, rentrons. Dehors, le soleil brillait, éclatant et chaud, et pour la première fois en 8 ans, ma fille marchait vers lui, une femme entièrement libre. 6 mois après le procès, je me tenais au fond d'une librairie bondée, observant ma fille parler à 200 personnes. Elle avait repris du poids. Ses cheveux étaient coupés courts, avec assurance, et ses joues avaient retrouvé des couleurs. Surtout, une lumière nouvelle brillait dans ses yeux, une lumière de guérison, pas seulement de survie. La librairie, un lieu indépendant et chaleureux de la galerie du Marais. La foule était un mélange de journalistes, de soutiens, de survivants de traumatisme et de lecteurs curieux. Au premier rang se trouvaient Riley, Steven, Dorothy et Gary, ceux qui avaient lutté pour ramener Félicia. Sur la table, à côté de Félicia, une pile de livres. La couverture montrait un oiseau s'échappant d'une cage sombre, les ailes déployées vers un ciel ouvert. La chambre cachée. Un mémoire de survie de Félicia Hayes. Je l'avais lu 2 fois, chaque fois brisé, chaque fois rappelé l'ampleur de notre combat. Félicia se tenait au pupitre, sa voix ferme mais douce. « Merci à tous d'être ici », commença-t-elle. Ce livre n'a pas été facile à écrire, mais je devais raconter cette histoire, non seulement pour moi, mais pour quiconque s'est déjà senti piégé. Piégé par les circonstances, par un traumatisme, par le contrôle d'autrui. Elle marqua une pause. J'ai passé 8 ans dans un sous-sol. 8 ans à croire que j'étais une meurtrière. Ma sœur m'a convaincu que le monde était plus sûr sans moi, que j'étais brisée, dangereuse, indigne d'amour. Sa voix se brisa, mais elle continua. Mais je n'étais pas brisée, j'étais manipulée. Il m'a fallu du temps pour comprendre la différence. La salle était silencieuse. Riley pleurait ouvertement. Dans cette pièce, je n'avais presque rien. Mais j'avais du papier, des crayons et un moineau nommé Espoir. Il s'était blessé en tombant par la gaine de ventilation. Je l'ai soigné, et quand je l'ai relâché, il est revenu. Il m'a rappelé que même dans les endroits les plus sombres, la vie trouve un chemin. Ses yeux rencontrèrent les miens. Stacia et moi avons écrit ce livre pour mon père, l'homme qui n'a jamais cessé d'être mon père, même quand je pensais qu'il m'avait oublié. Ma gorge s'est serrée. J'ai juste hoché la tête. Après l'événement, nous sommes rentrés chez nous. Nous avions vendu la maison de la rue des Tilleuls il y a des mois, incapables d'y vivre. Notre nouvel appartement, au 5e étage d'un immeuble moderne près de la Seine, avait des fenêtres du sol au plafond. Félicia avait insisté « J'ai besoin de voir le ciel. » Toujours. Assis sur le canapé, tasse de thé à la main, les lumières de la ville scintillaient. « C'était incroyable, ma chérie, dis-je. Tu as été formidable. » Elle sourit, un vrai sourire, chaleureux et entier. « Merci, papa. Ça fait du bien. Effrayant, mais bien. » Je lui demandai comment elle se sentait vraiment. Après un instant de réflexion, elle répondit « Mieux. La thérapie aide, les groupes de soutien aussi. Et sincèrement, les ateliers d'art-thérapie ont été la meilleure chose que j'ai jamais faite. » Après le procès, Félicia avait renoncé à la joaillerie pour ouvrir Les Ailes de l'Espoir, une association offrant des ateliers d'art-thérapie gratuits aux survivants de traumatisme. Elle utilisait la peinture, le dessin et la sculpture pour aider les gens à exprimer leur douleur, comme elle l'avait fait. « Tu aides tellement de monde, dis-je. J'avais besoin de trouver un sens à ce qui m'est arrivé, expliqua-t-elle. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux aider ceux qui traversent des épreuves similaires. J'ai hoché la tête. Ta mère serait si fière de toi. Son sourire vacilla. Penses-tu que je pourrais un jour pardonner à Cassandra? J'ai posé ma tasse à café, choisissant mes mots. Je ne sais pas, ma chérie. Le pardon n'est pas une dette. C'est un don que l'on fait quand on est prêt. Je sais, dit-elle doucement. Une partie de moi l'aime encore. C'était ma sœur. Mais une autre partie, je ne sais pas si je pourrais jamais laisser ça partir. Tu n'as pas à décider aujourd'hui, dis-je. La guérison prend du temps, et tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Elle posa sa tête sur mon épaule. Merci, papa. Plus tard cette nuit-là, je contemplais l'horizon depuis la fenêtre. Félicia s'était couchée, épuisée mais sereine. Je repensais à tout ce que nous avions traversé.
Les mensonges, la manipulation, 8 ans de silence, le procès, la douleur. Mais aussi à la lumière dans ses yeux, à la façon dont elle avait raconté son histoire devant 200 personnes, dont elle avait bâti quelque chose de beau à partir de ce qui était brisé. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait gagné. J'ai jeté un œil au livre sur la table basse, la chambre cachée, et j'ai souri. Demain, nous continuerions d'avancer, de guérir, de construire cette nouvelle vie. Mais ce soir, je ressentais une paix oubliée. Félicia était en sécurité, forte, libre. Et moi aussi. À vous qui écoutez cette histoire familiale, souvenez-vous, j'ai failli perdre ma fille. Non par manque d'amour, mais parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. J'ai préféré les apparences à l'instinct, le silence aux questions, le confort à la vérité. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais écouté plus attentivement, posé plus de questions, fait confiance à Dieu pour me guider au lieu d'enfouir mes doutes sous la culpabilité et l'épuisement. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas 8 ans pour voir ce qui est juste devant vous. Dieu m'a donné 3 chances de voir la vérité. Quand Gary a entendu des pleurs dans le sous-sol, quand Dorothy m'a montré les reçus, et quand Riley a trouvé la signature cachée. 3 fois, il a murmuré « Regarde de plus près ». Et 3 fois, j'ai failli détourner le regard. Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Cette histoire m'a appris une leçon douloureuse mais essentielle. L'amour sans vigilance n'est pas une protection. L'amour sans action ne suffit pas. Ma revanche paternelle n'était pas une question de colère, mais de justice. Il s'agissait de refuser que le mal se cache derrière le mot « famille ». Mon conseil, ne supposez jamais que vos proches sont incapables de nuire. N'ignorez pas les signaux d'alarme parce que la confrontation est inconfortable. Et ne cessez jamais de vous battre pour ceux que vous aimez, même si le combat est contre quelqu'un que vous aimez. Cette revanche paternelle n'était pas seulement pour Félicia. Elle était pour chaque parent manipulé, chaque frère ou sœur trahi, et chaque survivant réduit au silence. Certains appellent ça de la vengeance. Moi, j'appelle ça la revanche paternelle. Le refus d'un père de laisser son enfant souffrir en silence. Si cette histoire familiale vous a touché, fait réfléchir ou rappeler d'être vigilant, laissez un commentaire. Partagez-la et abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune histoire importante. Merci de m'avoir écouté. Votre temps est précieux. Les histoires de cette chaîne contiennent des éléments fictifs à des fins éducatives et de réflexion. Si ce contenu ne vous convient pas, d'autres vidéos sont disponibles. Prenez soin de vous et restez vigilants.